Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau de dimanche en politique. L'Amérique d'abord, c'est sans doute ce qui aura marqué le plus le discours d'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, le 20 janvier dernier. Cette politique ultra-protectionniste peut-elle laisser craindre pour les entreprises américaines délocalisées à l'étranger? On peut en tout cas se poser la question pour l'usine Ford de Blanquefort. Pour les salariés, cette annonce dans un contexte déjà fragilisé par la stratégie floue des entrepreneurs américains laisse craindre le pire, y compris la fermeture du site en 2018. L'avenir de Ford en question, on en parle tout de suite avec mes invités. Philippe Poutou, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes salarié chez Ford, vous êtes aussi un délégué syndical de la CGT. Alors il faut rappeler un peu que cette usine, elle a été inaugurée en 1973 et c'est la volonté d'un homme, Chaban Delmas. C'est d'abord une volonté politique, cette usine Ford, Philippe Poutou. Vous me demandez ça à moi, oui, sûrement. Oui, on sait que c'est arrivé en 72-73, voilà, après c'est 40 ans d'histoire et on sait surtout que ces derniers temps l'usine est menacée et qu'il y en a qui... Enfin, on se bat pour la sauver, donc... on verra toutes les péripéties en 40 ans. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, du début de l'histoire, du pourquoi l'usine est là, mais enfin, maintenant qu'elle est là, après, le problème qui est posé, c'est de garder notre boulot, de la défendre. Je vous dis ça parce que vous faites aussi de la politique en quelque sorte, Philippe Poutou. Madame Véronique Ferreira, merci d'être aussi sur ce plateau. Vous êtes la maire de Blanquefort, où se trouve l'usine. Vous êtes aussi conseillère à la métropole. Alors, il y a évidemment un lien tout à fait particulier entre votre commune et cette usine installée, il faut bien le dire, maintenant depuis près de 45 ans. Oui, depuis plus de 40 ans, il y a forcément un lien très important qui s'est fait. D'abord par la présence de salariés vivant sur la commune de Blanquefort. En même temps, je rappelle que quand on regarde les salariés aujourd'hui à Blanquefort, je parle sous le contrôle un petit peu de Philippe Poutou là-dessus, mais on doit être à peu près sur une cinquantaine de communes qui sont représentées sur l'ensemble des salariés. En tout cas, quand Ford s'est installé à Blanquefort pendant 40 ans, ça a permis le développement derrière d'une zone industrielle qui ne s'est pas développée uniquement autour de l'automobile et de loin, mais ça a permis cet aspect-là. Et c'est vrai que pour la renommée de Blanquefort, Ford a été tout à fait important. Parce qu'il y a 1000 emplois à peu près, on va y revenir tout à l'heure. Et en emploi induit, c'est combien, Ford? Francis Lissius, merci vous aussi d'être sur ce plateau. Vous êtes conseiller régional, vous êtes un ancien salarié de chez Ford, dossier que vous connaissez, que vous portez aussi pour la région. Qu'est-ce que c'est l'importance en termes économiques de Ford aujourd'hui? L'importance économique de Ford, c'est effectivement 1 millier d'emplois sur FAI, c'est 800 à peu près sur Getrag. Et donc, pour avoir passé 38 ans dans cette entreprise, c'est vrai que c'est plusieurs milliers d'emplois sur la région, puisque pour un emploi industriel, on dit à peu près 3 emplois induits. Donc c'est capital et moi, pour avoir travaillé pendant 38 ans dans cette entreprise, je souhaite que nos enfants puissent continuer à en bénéficier parce que c'est quand même quelque chose d'important pour notre territoire. Alors vous avez été vous-même un délégué syndical, vous avez connu un certain nombre de péripéties, vous avez mené la lutte comme Philippe Poutou aujourd'hui, avec Philippe Poutou. Au fond, on pourrait se demander, et je vous posais la question à tous les trois, qu'est-ce qui fait que cette entreprise, finalement, s'est dégradée au fil du temps avec des plans sociaux comme ça à répétition? Qu'est-ce qui s'est passé, Francis Lissius? Alors, ce qui s'est passé, mais c'est ce qui va se passer régulièrement, je dirais, dans toutes les entreprises d'aujourd'hui. Autrefois, on travaillait dans une entreprise et on y faisait carrière, c'était carrément, c'était presque coutume. Depuis quelques années, on a des cycles d'une dizaine d'années où tout est remis en cause régulièrement. Et donc on a eu le cycle qu'on a connu avec Philippe où on s'est battu pour que Ford reste ou revienne, puisqu'on a eu entre-temps la société HZ.
Et aujourd'hui, on est encore dans un nouveau cycle. Ça doit faire une dizaine d'années que c'est passé. Et donc le produit doit être changé. Il faut trouver de nouveaux produits à faire dans cette usine. Et donc on tombe dans un rythme tous les 10 ans. Il faut renégocier avec les industriels. Alors justement, Philippe Poutou, à son apogée, c'est une entreprise qui a compté, je crois, dans les années 2000 jusqu'à 3600 salariés. C'était beaucoup. Vous êtes presque 1000 aujourd'hui, enfin quelques dizaines près. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, au fond, pour pérenniser ce site mieux qu'il ne l'est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tournants qu'on a manqués? Est-ce qu'il aurait fallu réindustrialiser, changer peut-être les productions? Qu'est-ce que vous avez manqué? Moi, je pense que le problème principal, c'est le fonctionnement du système capitaliste. C'est ce qu'on appelle la course au profit, la rentabilité. Là, sur l'explication de pourquoi l'usine est aujourd'hui en danger ou pourquoi Ford est prête à s'en débarrasser, c'est un peu ce qu'on voit partout. C'est qu'il y a tellement la volonté de s'enrichir et de gagner, enfin de faire des gains en efficience, en rentabilité, qu'après, voilà, c'est ça qui se passe. Donc, il y a un rapport de force aussi qui est très défavorable. Le patronat, aujourd'hui, il peut très bien fermer une usine beaucoup plus facilement qu'avant. Il peut licencier. Et puis, c'est un peu admis aujourd'hui cette idée que finalement, il y a la compétitivité, il y a la concurrence, tout ça, c'est un peu normal. On ferme une usine comme on peut. Le marché a changé, il est plus ouvert. Bien sûr, le départ, c'est la crise de l'automobile, c'est-à-dire la saturation des marchés. Il y avait moins de ventes. Maintenant, c'est complètement faux parce que les ventes remontent aux États-Unis. Ça fait 7 années d'affilée que les ventes montent et même en Europe, le marché redémarre. Donc, et on voit que malgré ça, on continue à fermer des usines, à licencier. Donc, je crois que le pli est pris aujourd'hui. Mais là, c'est l'automobile, mais Vivarte dans les magasins. Enfin, quel que soit le domaine économique, de toute façon, c'est la chasse à l'emploi, ça liquide, et ça impose aux travailleurs des conditions de plus en plus terribles. Donc, je crois qu'il y a un rapport de force très défavorable et il n'y a aucune justification, il n'y a aucune légitimité économique en réalité. C'est juste une volonté de s'enrichir, de prendre le plus possible. Et évidemment, pour s'enrichir, il faut le moins d'emplois possible, il faut des salaires le plus bas possible, il faut des conditions de travail les plus dures pour pouvoir imposer tout ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de subir. Alors, Véronique Ferreira, vous entendez ce que dit Philippe Poutou. On sait que les politiques ont toujours été à côté de cette entreprise. Vous représentez la métropole, mais il y a la région, la ville de Bordeaux. Tout le monde s'est mobilisé pour cette entreprise. Est-ce que vous diriez que les politiques ont loupé quelque chose à un moment donné, justement, sur ce site industriel? Alors moi, depuis que je connais ce dossier, je dirais que c'est pas que les politiques qui l'ont fait, parce que les politiques, c'était également avec la mobilisation syndicale qu'il faut pas oublier. Mais lorsque Ford a racheté à la société HZ, comme l'a rappelé Francis, le site, ça a quand même été quelque chose d'extraordinaire au sens premier du terme. Qu'une multinationale revienne sur un site qu'elle avait vendu à une holding financière un petit peu nébuleuse, il faut bien quand même le reconnaître, que Ford revienne, ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à partir de là où on a commencé effectivement à travailler sur ce qu'on appelle l'accord cadre, un accord cadre sur 5 ans, donc qui prend fin en mars 2018, et où on a commencé à donner ce seuil, si vous voulez, de 1000 emplois pour pouvoir travailler. Et c'est le moment où Ford nous a donc annoncé non seulement le rachat, mais aussi le travail autour de la boîte phare à l'heure actuelle de l'usine, la 6F35. D'un autre côté, ce qu'on savait dès le départ, c'est que pour atteindre 1000 emplois, ce seul projet-là ne suffisait pas. Alors, il faut juste préciser que cet accord cadre, il a été signé en 2013, qu'il imposait donc aux dirigeants de Ford d'investir 125 millions d'euros sur 5 ans et aux collectivités territoriales 10%, à peu près 12 millions d'euros. On en est où justement de ces versements aujourd'hui ? Alors ces versements suivent leur cours, c'est-à-dire que selon la convention, ils devaient se faire en 3 tiers avec un certain nombre de conditions, puisqu'en fait il y avait 2 conditions. Il y avait le maintien de 1000 emplois et le retour du logo Ford, c'était très important pour tout le monde sur le site. Donc là le 2e tiers a été versé et puis on attend bien évidemment 2018 pour le versement du 3e tiers. Et en même temps, quand nous les collectivités avec l'État, on a signé cet accord cadre, on savait que c'était nécessaire pour le développement de l'usine, ça avait un objectif, c'était pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Quand la mairie de Blanquefort, à l'époque, a signé en étant financeur pour une somme... Combien la mairie de Blanquefort y est pour 10 000 euros dans cet accord, ce qui peut faire prêter à sourire. Mais il y a un objectif derrière, se retrouver autour de la table pour pouvoir justement être, non pas dans une sorte de conseil d'administration de Ford, parce qu'il ne faut pas rêver, mais au moins pouvoir être au courant. Et depuis le départ, on avait dit lors des différents comités de suivi que pour pouvoir maintenir les 1000 emplois sur 5 ans, il aurait fallu un 2e projet structurant en plus de la 6F35, parce qu'on savait que globalement, oui, pour tenir... On va y revenir. C'est une boîte de... Voilà, c'est les boîtes de vitesse qui sortent des chaînes en ce moment. Francis Vissus, 10 000 euros, la mairie de Blanquefort, c'est peu. La région met combien? Est-ce qu'elle pourrait mettre plus, éventuellement?
La région a mis 2,5 millions, le département 2,5 millions, le département 2 millions et la métropole 2,5 millions. Voilà. Difficile de mettre plus, je veux dire. Après, il faut que l'actionnaire aussi, il est propriétaire de son entreprise, il y mette les moyens. Bon, certes, 120 millions d'investissements qui ont été faits, ou du moins on attend la boucle de ces comptes-là, entre autres, pour verser le solde aussi. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur le versement du solde? Philippe Poutou. Des inquiétudes Sur le versement du solde, les 125 millions. Non, mais nous sur les aides publiques, on trouve ça scandaleux qu'il y ait autant d'aides publiques distribuées à une multinationale Non, comme mais là, je Ford. vous parle Ouais, mais non, mais moi je réponds là-dessus parce qu'après on ne sait pas trop où on en est parce qu'en fait, effectivement, l'accord de mai 2013 disait qu'il y avait tant d'aides, mais si Ford ne respectait pas, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les 1000 emplois, évidemment, ça serait au prorata et que tout ne serait pas distribué. Mais nous, on ne sait pas trop exactement où on en est de ce côté-là. Nous, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que Ford reçoit des aides. Et là, il y a ce qui a été de la région, de ce qui a été issu de l'accord de mai 2013, mais à travers le CICE, à travers le chômage partiel qu'il y a eu entre 2011, 2012, 2013, en tout, c'est à peu près 45 millions d'euros que Ford devait recevoir. Et une multinationale qui fait, alors quelques chiffres quand même intéressants pour mesurer la crise de l'automobile, c'est quasiment 40 milliards de dollars de profit pour Ford ces 5 dernières années. C'est plus de 10 milliards de dollars distribués aux actionnaires. C'est des dirigeants qui se remplissent les poches avec des dizaines de millions, un peu comme avec Gosn, avec le non, mais c'est pour dire que tout l'argent qu'il y a, et la discussion, c'est après, en quoi les pouvoirs publics ils devraient donner de l'argent à une multinationale, de toute façon, qui n'en a rien à faire. Elle prend tout ce qu'elle peut. Et pour revenir au sujet de Trump, parce que le départ c'était un peu Trump. On va y revenir. D'accord, on va y revenir Trump. après. Mais c'est le rapport qu'il peut y avoir. Nous, c'est ce qu'on dénonce aussi. Là, nous, on veut que les pouvoirs publics, évidemment, nous soutiennent et qu'on se batte ensemble. Et puis, on va le faire comme on l'a fait il y a 10 ans. Vous voulez pas l'argent des pouvoirs publics, j'ai bien compris. Non, mais ouais, mais vous voulez un peu plus d'argent des dirigeants de Ford. Ouais, les pouvoirs publics, ils devraient dire à des multinationales de respecter les engagements et d'obliger Ford à maintenir l'emploi. Mais ça, c'est l'accord cadre. Il a été signé, Philippe Poutou. Donc, l'engagement, il a été pris en 2013. L'accord cadre, il a été signé. Les engagements de Ford, ils ne sont jamais respectés. Ford ne respecte pas ses engagements. Et les pouvoirs publics, et c'est ça le problème, c'est ça qu'on a essayé de discuter, c'est qu'on a fermé les yeux là-dessus pendant des années. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les faire respecter? On va poser la question. On a versé, oui, on peut trouver toutes les solutions extrêmes et puis licencier les 1000 salariés qui restent. C'est pas le but. Le but, quand la collectivité met de l'argent, c'est pour contribuer effectivement à ce que l'engagement de l'emploi soit maintenu. Et si nous, on ne le fait pas, nos amis des pays de l'Est ou d'autres pays se chargent de mettre de l'argent européen pour faire venir les entreprises chez eux. Donc, on a intérêt aussi à d'avoir une réelle discussion avec ces multinationales. Je sais bien qu'on est un petit peu pris en otage, mais si on ne le fait pas, c'est directement déjà se tirer une balle dans le pied. Donc, on négocie avec eux, on essaie de leur imposer des contraintes. Et puis de manière à ce que l'emploi sur le territoire soit préservé. Alors on va essayer d'avancer. Philippe Poutou, vous avez évidemment des inquiétudes manifestes sur les intentions des dirigeants de Ford, puisque ce plan prend fin en 2018. Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous attendez concrètement des dirigeants de Ford? Oui, effectivement, on a de quoi s'inquiéter parce qu'on voit rien venir. Ford, d'ailleurs, ne dit quasiment rien. Il devait apporter une nouvelle transmission après 2018, parce que la production qu'on a actuellement s'arrête fin 2018. Et donc, il disait, bon, vous inquiétez pas, on va remplacer par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre ne vient jamais. Il est en suspens. L'annonce officielle est sans cesse repoussée. Donc, on voit ça. On voit à côté de ça un effectif vieillissant. On a 50 moyennes d'âge. On voit donc des conditions de travail qui se durcissent, une désorganisation du travail. On voit qu'il n'y a plus de formation. Les anciens qui partent en retraite, c'est des compétences qui partent. Et on voit que finalement, collectivement, on a de moins en moins de compétences. Donc en fait, tout nous montre que le site, il va vers une fin. Et Ford laisse faire. Et donc on perd et c'est pour ça que c'est aussi le rapport qu'on a aussi avec les pouvoirs publics, c'est que ça fait un petit moment qu'on essaie d'alerter en disant, mais même dès 2011, de toute façon, ce qu'a apporté Ford, ça n'allait pas. Il n'y avait pas assez. On le voyait, il y a eu un expert économique, il a dit, et donc, dès le départ, on voit qu'il y a une entourloupe. Et ce que dit Francis, c'est pas faux. On comprend bien qu'effectivement, en appâtant un peu Ford, ils vont rester. Sauf que Ford, ils auront eu l'argent. Ils ont supprimé les emplois, plus de 1000 quand même depuis que Ford. Et au bout du compte, l'usine est menacée de fermeture. D'accord. Donc, on va avant justement de vous donner la parole, Madame Ferreira, je voudrais que vous parliez des pouvoirs publics. Je voudrais que vous écoutiez justement l'intervention de Pascal Gau, qui est la députée de la circonscription, qui a justement interpellé le ministre à ce sujet. On l'écoute. C'était le 17 janvier à l'Assemblée nationale. Question au ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie.
Imaginez-vous le désarroi des salariés de toutes les entreprises de sous-traitance de l'industrie automobile en Gironde et dans la région Nouvelle-Aquitaine où vous êtes également élu. Imaginez-vous le désarroi des collectivités locales qui ont soutenu avec l'État le financement de plans de redressement de l'entreprise. Aujourd'hui, le site Ford est à nouveau en péril. Les projets promis n'arrivent pas ou sont modifiés. Alors Véronique Ferreira, on voit bien que tout le monde est mobilisé autour de ce dossier. On a entendu les inquiétudes de Philippe Poutou. Est-ce que vous êtes aussi inquiète que lui? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où ce que nous, les pouvoirs publics, on appelle de Ford, c'est quelle stratégie industrielle va-t-on mettre en place sur ce site à terme, pas à 2 ou 3 mois, à terme. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que effectivement, la nouvelle transmission qui devait remplacer à partir de 2019 celle qui est en cours actuellement, on n'a pas de chiffres. On n'a pas 130 000, enfin 100 000. Pas, 100 000 en dessous. En dessous. C'est-à-dire que 130 000, c'était ce qui était annoncé dans l'accord cadre qui avait été signé en mai 2013. Et en fait, on constate que les volumes de production sont toujours inférieurs à ce qui avait été annoncé à ce moment-là, en mai 2011, pardon. Pour reprendre donc la raison de l'inquiétude, ben, on a rien en fait sur un bureau d'études, une ingénierie, des volumes qui seraient produits, un nombre d'emplois qui sera en face. Et on espérait avoir quelque chose d'un petit peu innovant. Or, la boîte dont il nous parle est déjà produite. Donc, c'est pas quelque chose d'innovant. Elle est déjà produite dans d'autres pays. Et puis moi, il y a un autre point, et je ne suis pas la seule et de loin qui m'interpelle, c'est qu'on parle de cette transmission phare, il faut le faire, mais il y a également d'autres indices qui nous inquiètent énormément. À côté de cette transmission phare, il y a 3 autres productions qui sont réalisées sur le site de Blanquefort. Et ces autres productions, de la même manière, on a des volumes de production inférieurs à ceux qui étaient annoncés lors de la signature de l'accord cadre. Et puis on en arrive même à des alertes sur une éventuelle disparition de la production, par exemple du double embrayage ou encore du Carter Fox. Et par quoi Ford compte-t-il le remplacer? On n'en sait rien. C'est un vrai problème de stratégie. Justement, là je vais demander ça à Francis Vicius. C'est un peu le problème, c'est la même chose. Il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui pour Ford? Si, on rencontre des interlocuteurs, puisqu'on a eu un comité de pilotage au mois de juillet dernier. Le problème, c'est que ce n'est pas les interlocuteurs qui sont au bon échelon qui viennent nous voir et qui ont une mission de rapporter ce que le comité directeur de Ford Europe a décidé. Et on n'a pas les décideurs en face. C'est pour ça que je pense, par rapport aux inquiétudes de tout le monde sur le territoire, de toutes les collectivités et très justement des salariés, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, on convoque ou on invite, si on ne convoque pas, on invite la direction de Ford, le PDG de Ford Europe, à venir à Paris rencontrer à la fois les collectivités, l'État, les salariés, et qu'on ait réellement en face de nous un décideur pour savoir quel est l'avenir de Ford qui est réservé, enfin pour Ford de Blanquefort, celui qui est arrivé est réservé, dans le système Ford. Alors le 10 janvier, je crois, de cette année, il y a eu un CE extraordinaire, Philippe Poutou, et un certain nombre de gens ont manifesté des inquiétudes par rapport à des documents internes qu'ils auraient plus ou moins vus et qui sont plutôt alarmants. Qu'est-ce que c'est que ces documents? Enfin, il y a les documents, c'est les chiffres de production dans les mois qui viennent, et c'est vrai que, mais c'est comme depuis longtemps qu'on a. Il n'y a rien qui est rassurant, c'est plutôt à la baisse. Donc en fait, il n'y a pas de scoop en fait, cette année. Ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est que les délais se raccourcissent. Là, on est en 2017, il y a un côté un peu psychologique. On est en 2017 et c'est l'année prochaine que les productions sont censées s'arrêter. Donc c'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, il y avait la CGT qui essayait d'alerter. On a même envahi le stand Ford aux 24 heures du Mans en juin dernier, justement pour dire ça, pour dire exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Et là, ce qui change, c'est que, et c'est tant mieux, on a les cadres qui nous rejoignent et on a les 2 autres syndicats. Donc en fait, on est une intersyndicale à 4 et on a décidé d'alerter ensemble et de bouger ensemble. Et ce qui fait que ça change la situation dans l'usine. Et puis on a réussi une journée de grève lundi dernier. Et puis là, on va vers une journée d'action le 9 février. Voilà, on essaie de reproduire ce qu'on a vécu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est parce qu'on s'est mobilisé que Ford a changé sa politique.
publics, parce que Ford est revenu, mais bon, parce qu'il y a aussi une grosse mobilisation des salariés. Après, il y a eu la mobilisation des pouvoirs publics. Et donc, nous, on pense qu'il faut refaire ça aujourd'hui. Si on laisse faire, Ford se débarrasse du site à coup sûr. Alors, donc après, est-ce qu'on sera capable aujourd'hui, à nouveau, comme il y a 10 ans, de changer le cours des choses, et de bousculer tout ça, et puis de faire que le gouvernement, que tous les pouvoirs publics interviennent et disent à Ford, vous arrêtez de déconner, parce que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Parce que Ford a l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour nous amener des produits. Il y a des boîtes de vitesse qui existent, 8F, 9F, enfin il y a tout ce qu'il faut. Nous, on demande juste du boulot, et sauf que Ford ne veut pas le faire, ils font d'autres choix. Donc nous, il faut lui imposer des choix, alors, de maintenir le site et les emplois. On pourrait peut-être poser la question, Francis Vissus, j'ai cru comprendre que les dirigeants de Ford Europe allaient venir au mois de février. C'est ce qu'a obtenu du ministère Pascal Gau, qui a interpellé le ministre à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une certitude. Au mois de février, vous allez avoir un interlocuteur. C'est important. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Je pense effectivement qu'il faut qu'on rentre dans une négociation beaucoup plus serrée que préalablement, puisqu'on avait à peu près un comité de pilotage tous les ans, et c'est pas suffisant aujourd'hui. Face à ces inquiétudes qui arrivent, il faut absolument qu'on accélère ces négociations et qu'on accélère les pressions sur Ford. Ford Europe aujourd'hui retrouve les bénéfices, puisqu'on annonce 1,2 milliard de bénéfices pour 2016. Donc on est dans une situation différente d'il y a 10 ans où Ford Mondial était au bord du dépôt de bilan aussi. Donc là, vous allez montrer les dents. Au mois de février, vous allez recevoir les dirigeants de Ford Europe, vous allez leur imposer d'investir sur le site. J'entends montrer les dents. Vous savez, c'est pas toujours ceux qui crient le plus fort qui obtiennent les plus grands résultats. Il faut être suffisamment fin dans la négociation pour leur expliquer qu'on a un outil de travail performant, qu'on a des gens motivés et qui ont des compétences, et qu'on peut poursuivre sur le site de Bordeaux une production de qualité et dans le temps. Et donc il faut qu'on arrive à leur démontrer ça, tout ça avec le soutien à la fois des pouvoirs publics et des collectivités territoriales locales. Donc on a un certain nombre d'éléments à développer auprès d'eux. C'est chiffré? Vous avez des choses chiffrées à leur demander? On n'est pas encore aux chiffres, parce que pour avoir des chiffres, faudrait-il savoir ce qu'ils veulent faire. Mais on est en mesure de se mettre autour de la table, comme je l'ai déjà proposé au dernier comité de pilotage. Faisons un groupe de travail, réunissons des gens qui sont à la fois techniciens et partie prenante dans les collectivités, et on verra ce qu'on peut amener, entre autres sur le véhicule électrique, comme on l'avait déjà dit il y a 10 ans. Très bien. Alors Véronique Ferreira, j'en parlais en début d'émission, il y a un paramètre assez nouveau, c'est l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui peut-être peut un peu changer la donne. En tous les cas, ces déclarations peuvent être inquiétantes, puisque notamment en matière d'industrie automobile, il veut rapatrier les productions sur le sol américain. Est-ce que c'est une inquiétude aujourd'hui qui vous semble légitime ? C'est un supplément. La situation de Ford, on peut dire beaucoup de choses sur Donald Trump, mais la situation de Ford à Blanquefort, c'est pas lui qui l'a créée. Comme on l'a rappelé, ça fait effectivement maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on a des problèmes sur les productions de volume et un problème d'anticipation sur la stratégie industrielle. Maintenant, l'arrivée de Donald Trump, c'est, j'ai envie de dire, une très mauvaise cerise sur le gâteau, puisque c'est effectivement au moment où on a besoin d'avoir des réponses beaucoup plus claires de la part de Ford Europe que les réponses parfois un peu vagues qu'ils pouvaient nous faire lors des comités de pilotage, que ce nouveau président des États-Unis a été élu, et avec effectivement des déclarations protectionnistes, ultra-protectionnistes, très isolationnistes presque à un moment ou à un autre, qui peuvent inquiéter de manière supplémentaire. Oui, Philippe Poutou, même question. Est-ce que vous pensez que les dirigeants aujourd'hui qui ne sont pas enclins peut-être à investir, ils peuvent se laisser justement un peu influencer par un président qui ne les incitera pas à développer l'activité à l'étranger ? Non, enfin, Trump, comme c'était dit, c'est un homme dangereux. Il est réac, raciste. En plus, il s'attaque aussi au droit à l'avortement. Enfin, on voit, il y a plein de problèmes. Non, mais sur le dossier Ford. Donc, non, mais voilà, il y a tout ça. Et moi, je pense que sur Ford, évidemment, ça peut faire du dégât, le protectionnisme. Mais il n'y a pas besoin de Trump pour que l'usine soit en danger. C'est ce qui a été dit là. C'est qu'en fait, l'usine est en danger parce que il y a Trump. Enfin, en plus, entre Trump et Ford, il y a du deal fiscal aussi. C'est pas juste Trump qui dit attention, ça va réintégrer. C'est qu'on voit bien que ça discute de cadeaux, d'aide à la multinationale, et que Ford cherche ce truc-là. Mais c'est ce qui se passe exactement là. Quand Ford Europe vient à Bordeaux, ou quand on discute avec le gouvernement, Ford Europe, ils disent si on n'a pas d'argent, on se casse. C'est ça qui se passe. Donc, et partout, c'est comme ça. Donc le protectionnisme, chacun l'a à son niveau. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est complètement anormal, injustifiable, parce que de l'argent, il y en a partout. Il y a des milliards, enfin, je ne vais pas ressortir les actionnaires, les profits, tout ça, et qu'il devrait y avoir les moyens de donner du boulot à tout le monde. Mais on s'aperçoit que ça ne vient pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut qu'on se batte. Et donc, on s'est battu il y a 10 ans, on va se rebattre aujourd'hui. Et là,
on parle de Ford, mais combien d'entreprises, combien de salariés dans des petites boîtes non moins médiatisées sont victimes des mêmes règles économiques. Donc on voit bien qu'en fait, des solutions économiques, il y en a. Ça serait juste qu'à un moment donné, l'économie, elle se pose le problème de répondre aux besoins des gens et pas à remplir les poches d'actionnaires de patrons. Donc voilà, nous on dit qu'il faut qu'on résiste. Et alors on va montrer les dents. Je suis un peu long. On va montrer les dents. On espère que les pouvoirs publics ils vont jouer fin. Mais nous derrière, on va montrer les dents. On va poser les questions à Mme Ferreira. Les pouvoirs publics, vous allez jouer le jeu. Qu'est-ce que c'est comme retombée économique, une usine comme Ford dans votre commune, 15 000 habitants? Je crois qu'il ne faut pas regarder uniquement sur la commune. On a à peu près 150 salariés de Ford qui vivent sur la commune de Blanquefort. Mais honnêtement, le rayonnement est bien au-delà. La métropole, je dirais même la Gironde et je dirais presque une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai dit, il y a à peu près 50 communes où habitent des salariés de Ford, plus derrière, effectivement, un certain nombre de sous-traitants potentiels, même si ils sont beaucoup moins importants que ce qu'ils ont pu l'être à une époque. C'est un souffle et il ne faut pas que ce souffle retombe. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Un dernier mot, Francis Wiltschut. On sait que le président Rousset est très sensible à ces dossiers industrie qui concernent sa propre région. Il peut peser de tout son poids dans un dossier comme ça? Il a un double avantage, c'est qu'il est à la fois président de région et député aussi, donc il a des relations privilégiées, je dirais, avec le gouvernement. Si Ford est venu à Bordeaux, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est grâce à M. Chaban-Delmas, qui était à l'époque Premier ministre. Et donc je pense qu'il peut y avoir une influence qui est pas négligeable. Après, on n'a pas une baguette magique. Je veux dire, le président Rousset, il a beau être président Rousset, c'est pas lui qui va convaincre Ford à lui tout seul. Donc on a tous un rôle à jouer. On a aussi un marché français, parce qu'on parlait de protectionnisme, qui représente 4 ou 5% des ventes de voitures de Ford en France. Donc il faut aussi qu'ils en tiennent compte aussi chez Ford. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce dossier Ford. Évidemment, on suivra l'actualité de cette usine Ford avec évidemment la rencontre avec les dirigeants de Ford Europe qui est prévue, je vous rappelle, en mois de février. Dimanche prochain, nous recevrons ici sur ce plateau deux soutiens de l'élection présidentielle. La députée PS des Pyrénées-Atlantiques Nathalie Cabane, soutien de Benoît Hamon, et Yves Damécourt, conseiller régional, soutien de François Fillon. Ils seront évidemment sur ce plateau. Merci. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3 et merci encore de votre fidélité.